Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce live. Bon, alors, on a eu des petits problèmes de connexion. J'ai tenté de surélever mon routeur 4G pour voir si ça captait mieux. Vous allez avoir des frises de la caméra, enfin des frises de l'image en fait. C'est pas juste la caméra, c'est la connexion qui est mauvaise. Je peux pas faire mieux. Quand on aura la fibre, ça sera mieux. En attendant, je dois diffuser avec un routeur 4G. Et c'est pas évident, mais bon, bah voilà, pour ceux qui regardent sur YouTube, on a eu des problèmes avec le live, c'est la deuxième diffusion. Et donc on va faire un récap oh punaise, de NXT et de AEW Dynamite, si vous le voulez bien. Ok, on a le contrôle du live, tout va bien. Tout va très très bien se passer. Vous avez 2 emotes personnalisés maintenant, les abonnés, normalement. Je dis ça maintenant parce que je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, vous avez bonjour tableau et vous avez très très chouette, qui est mon bon tic de langage. Quand je sais pas comment dire que quelque chose est bien, je dis par dire que c'était très très chouette. J'en ai conscience, j'essaye d'arrêter de le faire, mais bon, je me dis, quitte à... Voilà, super, super. On n'arrive absolument pas à lire ce qui est écrit, c'est pas grave. Vous le savez, dans votre cœur, vous savez que c'est très très chouette. Donc, NXT s'est ouvert sur MSK contre Killian Dane et Drake Maverick. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit, j'ai pas grand chose à dire sur ce match, étant donné qu'il a été texto ce que je m'attendais à ce qu'il soit, et il a été vraiment attendu, vraiment moyen, vraiment... Enfin, pas moyen, il était bien, mais c'est juste que... Tous les catcheurs de NXT catchent bien, du coup, quand ils font... Quand le match n'a rien de particulier, ben c'est un peu... c'est pas mauvais, c'est vraiment texto le C, quoi. Le match pour lequel je mets un C. Donc, allons-y pour le tableau. Vous pouvez utiliser votre magnifique nouvelle emote pour dire bonjour au tableau. Sauf que non, le tableau, je l'ai déjà rempli. Donc là, vous pouvez voir que, du coup, j'ai mis 11 à Drake et Killian et 11 à MSK, qui correspond à la note C, comme vous pouvez le voir sur le barème à droite. Et donc ensuite nous avons eu, on en était là quand le live nous a lâché pour partir retrouver sa liberté au pays des lives. Kurt Stallion était interviewé, on lui demandait sinon vous ça va, vous êtes censé avoir un match pour le titre Cruiserweight cet après-midi, comment sent et il a dit, et voilà, il a fait cette promo un petit peu naze où il dit oui. Un soir, j'ai regardé les étoiles filantes, et puis il y avait cette étoile qui brillait plus que n'importe quelle autre, et c'est là que je me suis dit, cette étoile, ça va être moi, ça m'a inspiré. Waouh, ferme ta gueule, nul. C'était nul, c'était vraiment une mauvaise promo. Et j'ai mis C- cette promo, parce que... si tu veux déjà, la division poids léger, elle en est au stade où il faut pas qu'elle fasse trop d'erreurs. Elle a encore beaucoup de choses à prouver, beaucoup de gens estiment que c'est une espèce de sous-division. Donc ce genre de promo très... Oh, je suis gentil parce que je suis gentil. Oh. Voilà, faudrait pas. Faudrait pas que ça... Faudrait pas, tout simplement. Excusez-moi, je vais, quitter les paramètres modérateurs du... Voilà. Ensuite... Nous avons eu le deuxième match du Dusty Rhodes Tag Team Classic féminin qui a commencé cette année. Donc le Dusty Rhodes Tag Team Classic est un tournoi pour les équipes et cette année ils ont inauguré à NXT la version féminine de ce tournoi. Et en l'occurrence, Dakota Kai et Raquel Gonzalez qui sont mes favoris pour gagner, mes favorites ou mes favoris, à chaque fois je sais pas, faudrait que je vérifie, pour gagner le tournoi contre Jessica Mea et Aliyah qui ne sont pas une vraie équipe, qui sont 2 catcheuses mises ensemble pour le tournoi. Et ce que j'ai bien aimé dans ce match, c'est qu'ils ont laissé à Jessica Mea et à Aliyah l'occasion de dominer un petit peu. Pas Raquel Gonzalez parce qu'elle est nettement plus puissante et puis c'est elle qui est pushée en ce moment. Enfin, elle est bien pushée en ce moment dans la division féminine. Donc, fallait pas qu'elle se fasse dominer. C'est aussi pour ça que Dakota Kai et Raquel Gonzalez sont mes favorites pour gagner le concours. Le tournoi. Mais elles ont eu un peu l'occasion de briller, Jessie et Aliyah, contre Dakota Kai.
Et Raquel Gonzalez a fini par, gagner le match suite à sa prise de finition. Je viens de tilter que c'est la même prise de finition que Nia Jax a complètement botché à Raw lundi. Donc voilà, peut-être que Nia Jax pourrait demander à Raquel Gonzalez comment qu'on fait. On n'est pas là pour dire du mal de Nia Jax, il y a Twitter pour ça. Ce match-là, je crois que je lui ai mis C+. Je crois que je lui ai mis C+, c'est ça. Jessie et Aliyah. Donc attendez, le Dusty Rhodes Tag Team Classic féminin il est ici. Ah bah j'ai pas noté Jessie et Aliyah comme équipe. Pourquoi n'ai-je pas fait ça? Je les ai même pas mises dans le truc? D'accord. Ok, j'ai fumé du mauvais shit, excusez-moi. Jessie Kamea, elle est ici, et Aliyah, du coup, par alphabétique, elle est là, avec Robert Stone ici en tant que manager. Et nous avons leurs adversaires, Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Où sont-ils? Ici. Où sont-ils? Où sont-elles? Ici. Super. Ensuite, nous avons eu, que je ne dise pas de bêtises, nous avons eu une interview, j'adore l'arrêt sur écran que j'ai pris, l'intervieweuse dont je n'arrive pas à retenir le nom, demandait à Johnny Gargano, oui, il y a des rumeurs comme quoi vous allez affronter Kushida pour votre titre nord-américain, maintenant qu'il vous a battu 2 fois, et c'est une espèce de trigger word pour Johnny Gargano, maintenant il veut pas entendre parler de Kushida, du coup là c'est le moment où l'intervieweuse vient de dire Kushida, et du coup t'as Candice LeRae, la femme de Johnny, qui fait oh, et t'as Indy Hartwell et Austin Theory. Ah, elle a fait une connerie. Donc voilà, Austin Theory et Johnny Gargano, Johnny Gargano dit qu'il a pas peur de Kushida globalement. Et à la fin de l'interview, on a Dexter Lumis, qui est le personnage creepy de NXT, qui dévoile qu'il était derrière le rideau que vous voyez derrière l'image dès le début. Il écarte le rideau et il les regarde partir. Dexter Lumis, tout son personnage, c'est qu'il fait peur et il cligne pas des yeux. C'est un personnage. J'aime bien Dexter Lumis. Je trouve son personnage un petit peu simple, mais il le fait très bien. Ensuite, on a eu une promo de Scarlett qui joue au tarot. Non, globalement, Scarlett est la manager de Karrion Kross. Karrion Kross qui est l'un des catcheurs les plus protégés à NXT en ce moment. Et tout son personnage, c'est cette espèce de rôle de sorcière, j'ai envie de dire ça comme ça. Voilà, il y a quelque chose d'un peu de carrément occulte dans son personnage. Et du coup, là, elle était en train de retourner des cartes et de raconter que Karrion Kross allait péter des bouches, pour le faire très simplement. Ensuite, on devait avoir un match Tyler Rust contre Dante Rios, que je ne connais pas. Pendant le match, on a eu une petite promo comme ça où Malcolm Bivens, le manager de Tyler Rust, a expliqué que la semaine dernière, Tyler Rust s'est un peu chauffé, il a défié Bronson Reed. C'est pas à lui de choisir ses matchs, c'est à Malcolm Bivens de choisir ses matchs. Donc voilà, il aurait pas dû faire ça. Mais là, cette semaine, il va affronter quelqu'un qui est dans ses cordes, quelqu'un qui voilà. Et voilà. L'histoire, c'est qu'il faut pas que Tyler Rust fasse ses matchs. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que donc Tyler Rust évidemment a gagné. Je veux dire, Dante Rios, c'est même pas un catcheur de NXT, là pour le coup, tu peux pas plus de jobber. C'est les catcheurs qui sont même pas dans le roster de NXT. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que j'ai l'impression que Tyler Rust, le premier match qu'on a vu de Tyler Rust, c'était lui contre Tommaso Ciampa, et il a vraiment brillé parce qu'il a tenu hyper longtemps contre Ciampa, qui est l'un des meilleurs catcheurs de NXT. Et je pense que tout le personnage de Tyler Rust, c'est qu'il a envie d'affronter des adversaires qui sont meilleurs que lui, alors que Malcolm Bivens veut lui faire affronter des adversaires moins forts que lui, histoire de le mettre en avant. Regardez, il arrive à les battre, ah là là, quelle force. Alors que Tyler Rust a envie d'apprendre. Je crois que c'est cette histoire-là qu'ils essaient de raconter, et j'aime bien. J'aime beaucoup cette idée, j'aime beaucoup cette histoire. Du coup, j'ai bien aimé ce match, et je lui ai mis un B. C'est ça, quand j'aime bien les choses, je leur mets des B. On retourne au tableau. Hop là. B, ça équivaut à 14. J'ai pas mis Dante Rios dans le match, donc je ferai ça plus tard. Tyler Rust a un B et Malcolm Bivens dans le rôle de manager a un B également. Qui n'a pas compris? Pas compris. Qu'est-ce que j'ai pas compris?
Ok. Visible confusion. Que se passe-t-il? Ah, il y a un problème. Excusez-moi. Excusez-moi pour ceux qui regardent ça en replay sur YouTube. Pas toi, Lynx. D'accord, ok. Ensuite, très bien. Donc, je vais continuer. J'arrête de lire le chat. J'arrête de lire le chat. Et si jamais il y a un problème, il y aura un problème jusqu'à la fin. C'est pas grave. Ensuite, vous la sentez, l'angoisse? On a donc Finn Balor et Kyle O'Reilly sont censés affronter Lorcan et Burch dans le main event. Le truc, c'est que Finn Balor et Kyle O'Reilly étaient rivaux jusqu'à la semaine dernière. Où Finn Balor voulait affronter Lorcan et Burch et étant donné qu'il n'a plus d'amis à NXT et qu'il n'a plus que des ennemis, on lui a dit bah voilà, fais équipe avec un ennemi. Et du coup, il est allé voir Kyle O'Reilly vu qu'il se respecte du fait de s'être affronté. Et Kyle O'Reilly est allé voir Finn Balor pour lui demander s'il était prêt. Finn Balor a répondu je suis toujours prêt. Kyle O'Reilly lui a demandé est-ce que je peux te faire confiance? Balor répond je sais pas, qu'est-ce que t'en dis? Et Kyle O'Reilly lui répond je pense qu'on a les mêmes voilà, je pense qu'on a les mêmes adversaires donc je pense que je peux. Il n'a pas dit je pense que je peux. Il a dit j'ai pas besoin de te faire confiance parce qu'on a les mêmes adversaires. Un truc comme ça. J'aime beaucoup la tension qu'il y a entre eux. J'aime beaucoup le fait que ils en sont même pas à se faire confiance. Ils en sont même pas à se faire confiance. Ils sont très transparents sur leurs intentions et je trouve ça vraiment très cool. Ensuite, on a eu le match Kushida et Leon Ruff contre les Grizzled Young Veterans. L'histoire du match était que les Veterans sont, comme leur nom l'indique, des vétérans du catch par équipe, c'est-à-dire qu'ils font équipe depuis plus de 15 ans, je crois. Tandis que Kushida et Leon Ruff sont juste ensemble du fait d'avoir tous les deux eu une rivalité avec Johnny Gargano. Ils sont pas... j'allais dire c'est pas une vraie équipe, si ça a un sens. C'est juste deux catcheurs individuels qui font équipe dans le cadre du Dusty Rhodes Tag Team Classic. Mais le truc c'est que les Grizzled Young Veterans ont eu tendance à sous-estimer un peu et Leon Ruff et Kushida. Kushida qui est un excellent technicien, qui est peut-être un des meilleurs catcheurs techniques de NXT en ce moment. Et Leon Ruff, j'aime beaucoup sa façon de catcher parce que j'ai envie de dire, il a un catch de l'évasion. Il est très rapide et vu qu'il est très mince, il se faufile très bien partout. Et du coup, il y a notamment un spot qui fait que j'adore, c'est il saute au niveau du coin du ring, il saute sur la 3e corde, son adversaire va pour l'attraper sur cette 3e corde, du coup il saute sur la 2e corde de l'autre côté du coin, du coup l'adversaire corrige sa course, il saute sur la première corde encore sur l'autre coin, et puis après il saute et puis il passe entre les jambes de l'adversaire. Voilà, Leon Ruff c'est un plaisir de voir Leon Ruff catcher. Il y a un spot qui fait à chaque fois, il va falloir qu'il arrête, c'est il court, il saute sur le coin et il fait un salto à l'extérieur du ring. Doucement. Doucement. Non, franchement, ça a été un bon match, mais l'ancienneté a fini par payer. Ce sont les Grizzled Young Veterans qui ont gagné et qui progressent donc vers la suite du Dusty Rhodes Tag Team Classic. Après le match, Johnny Gargano et Austin Theory sont intervenus pour agresser Kushida et Leon Ruff. Austin Theory s'est occupé de Leon Ruff pendant que Johnny Gargano a fait sa prise de finition, le One Final Beat DDT sur Kushida. Mais Dexter Lumis s'est matérialisé de nulle part dans le dos de Austin Theory, qui a eu peur et qui est allé dire à Johnny Gargano « Viens, faut qu'on s'en aille, il est là, il n'était pas là ». Ça, je sais pas si ça a un sens. Bref, le personnage de Dexter Lumis, c'est qu'il fait peur. Donc, c'était beaucoup mieux que la façon dont je le raconte, si vous voulez. Vers où on va, ça par contre, je sais pas trop. Kushida contre Gargano pour le titre nord-américain, ça me paraît évident. Est-ce que Dexter Lumis n'a une rivalité que avec Austin Theory, ou est-ce que Dexter Lumis va vouloir réaffronter Gargano pour le titre nord-américain? Je sais pas. Je sais pas, j'ai hâte de voir. C'est une bonne storyline, c'est une des meilleures storylines à NXT en ce moment. D'ailleurs, si on va sur le tableau, j'ai mis un B au match, les Grizzled Young Veterans contre Kushida et Leon Ruff. Les Grizzled Young Veterans contre Kushida et Leon Ruff, disais-je. Où est Kushida? Où es-tu, Kushida? Kushida. Ah, mais je l'ai mis avec Austin Theory et voilà. Leon Ruff et Kushida. Et j'ai mis B
plus se faire de ma part. Non. Ah non, j'ai juste mis C+. Bon, d'accord. Je vérifie juste que je ne me suis pas planté de ligne. Non, c'est bon. Leon Ruff et Kushida et Gargano et Theory et Dexter Lumis. Ok. Là, on est bon, c'est fantastique. Ensuite, nous avons eu... C'était super maladroit. Donc, Kurt Stallion s'est fait agresser. Donc, il est par terre, entouré de gens. Le truc, c'est que tous les gens qui l'entourent, tous les gens qui disent « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Ils parlent tous en même temps. Et ils laissent pas Kurt Stallion en placer une, sauf au moment où William Regal, le général manager de NXT, lui demande qui a fait ça. Et Kurt Stallion répond « Legado !» Donc l'équipe de Santos Escobar, le champion cruiserweight, que Kurt Stallion devait affronter ce soir. Du coup, William Regal est pas content, il s'en va. Et tous les gens qui sont autour, tous les arbitres et les officiels qui sont autour de Kurt Stallion continuent de parler tous en même temps. Non mais, attends, faut pas... Ils arrêtent pas de parler alors qu'il ne se passe rien. C'est pas genre, parce que d'habitude ils parlent parce que l'agresseur est encore là, ils lui disent de partir. Non, ça suffit maintenant, allez, ça suffit ces conneries, c'est bon, t'en as assez fait, voilà. Que là, ils étaient tous en train de dire « Ah, nous avons un abonnement, merci à toi, Doc Crime, c'est très très chouette !» très très chouette, voilà. Je m'en étais pas rendu compte. Et du coup, tu as accès à l'emote très très chouette. C'est fantastique. Donc voilà, j'ai trouvé ce segment-là très maladroit. C'est quand même pas de bol pour Kurt Stallion, je veux dire. Le gars, ça fait 2 mois, 3 mois qu'il doit avoir un match pour le titre Cruiserweight, et à chaque fois, soit on l'oublie, soit c'est reculé pour autre chose. Donc William Regal est allé voir Legado del Fantasma dans le vestiaire. Évidemment, il a dit est-ce que c'est vous qui avez fait ça à Kurt Stallion? Et Santos Escobar a répondu, donc le champion cruiserweight, a répondu ah non, moi j'étais là toute la soirée. D'ailleurs, ils peuvent témoigner. Enfin voilà, du coup, leur parole vaut rien. William Regal le sait et il dit la semaine prochaine, tu affrontes Kurt Stallion pour le titre cruiserweight. Et si jamais il est agressé avant le match, il y aura de très sérieuses répercussions sur vous trois. Et du coup, voilà. Du coup, c'est un peu chouette. C'est un peu chouette, j'aime bien ça. Mais ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est que quand Santos Escobar a récupéré sa ceinture Cruiserweight, en dessous, il y avait une carte de tarot. Je trouve ça très... j'aime beaucoup le fait que la carte de tarot soit la menace de Karrion Kross. Ça m'évoque vite fait le Joker, qui laisse une carte aussi. Ça m'évoque... ça m'évoque, comment il s'appelait, dans The Mentalist, le méchant John le Rouge, qui laisse pareil une signature là où il... J'aime beaucoup le fait de marquer ta proie comme ça, je trouve ça très très cool. Et en plus, Santos Escobar, il fait style, oh non, mon dieu, the end is near, c'est la catchphrase de Karrion Kross. The end is near, voilà, les autres aussi font semblant d'avoir peur, et puis Santos Escobar regarde sa montre. Hey, l'happy hour is near. Et voilà. Et du coup, ils font style, ils ont pas peur du tout. Soyez arrogants, vous allez mourir. Karrion Kross va s'occuper d'autre chose que de jobber, c'est bien, parce que faut qu'il progresse. J'ai hâte de voir. Je sais pas si Kurt Stallion va pas gagner le titre la semaine prochaine. Ça m'étonnerait beaucoup, mais je me dis peut-être que Karrion Kross va. Non, je pense que Karrion Kross va intervenir après le match. On verra bien. Ensuite, Toni Storm arrive sur le ring pour dire que elle a réussi tout ce qu'elle avait envie de réussir dans sa vie. Elle voulait devenir championne de NXT UK, elle y est parvenue en battant Rhea Ripley. Elle voulait gagner le Mae Young Classic, qui est un tournoi féminin qu'ils ont fait 2 ans et l'année dernière, du coup, ça a été annulé. Voilà, elle voulait gagner le Mae Young Classic, elle a gagné le Mae Young Classic en affrontant Io Shirai, l'actuelle championne de NXT, en finale. Ce qui me saoule d'ailleurs, parce que j'aurais préféré qu'Io Shirai gagne, mais bon, c'est pas grave. Elle voulait devenir la première, la championne inaugurale du Dusty Young Tag Team Classic, et cette victoire lui a été volée par Io Shirai. Donc toute l'histoire, c'est que Mercedes Martinez a agressé Io Shirai il y a quelques semaines. Toni Storm et Mercedes Martinez faisaient équipe dans le Dusty Rhodes Tag Team Classic. Et pendant le match, Io Shirai a rendu la monnaie de sa pièce à Mercedes Martinez, ce qui a fait qu'effectivement, Storm et Martinez ont perdu.
Mais du coup, Storm a dit maintenant je veux le titre féminin de NXT et je vais te casser la gueule pour l'avoir. Yoshirai arrive, lui dit qu'elle l'aime pas, globalement. Tony Storm l'agresse, mais Yoshirai lui rend son agression directement, et globalement c'est Yoshirai qui agresse Tony Storm. Mais Mercedes Martinez arrive et prend Yoshirai par surprise. Du coup, Yoshirai est à terre. Mercedes Martinez prend le titre de NXT des mains de Yoshirai. Tony Storm, c'est l'image que vous voyez là, Tony Storm veut récupérer le titre de NXT en disant non, c'est gentil de m'avoir aidé, mais c'est moi qui deviens championne à la fin. Pendant leur petite altercation, Yoshirai revient et dropkick Mercedes Martinez dans Tony Storm. Elle commence à s'en prendre à Tony Storm sort du ring. Yoshirai s'en prend à Mercedes Martinez, commence à lui mettre des coups de genoux dans le coin. Elle va pour faire son moonsault, donc sa prise de finition, mais Tony Storm intervient. Elle pousse Yoshirai du coin, elle sort Mercedes Martinez du ring, elle attaque Mercedes Martinez, ça j'aime bien parce que ça veut dire ok très bien, on n'est plus en équipe, on se dirige vers un triple menace et j'ai très hâte de le voir. Tony Storm agresse Yoshirai dans le ring, prend la ceinture et soulève la ceinture. Donc Tony Storm finit la tête haute dans ce segment que j'ai trouvé vraiment chouette. Je crois que je lui ai mis un B. Il était vraiment cool ce segment. Ils ont vraiment une bonne division féminine à NXT. Alors, Tony Storm, enfin voilà tout le monde. Allez, Storm, Mercedes et Yoshirai. Fantastique. En 8. Je vais peut-être faire un emote ensuite. Je sais pas. Si vous avez des idées d'emotes perso, n'hésitez pas. Mais j'avais fait des emotes A et D, mais elles ont été pour les notes. Mais elles ont été rejetées parce qu'on n'a pas le droit de faire des emotes qui ne représentent qu'une seule lettre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des ceintures de catch avec marqué A et D dessus. Je les ai soumises, on va voir si elles vont être acceptées. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les proposer. Ensuite, on a eu une interview de Isaiah Swerve-Scott que j'ai pas compris. Globalement, il dit oui, tout le monde dit que c'est de ma faute. Bah, globalement, il se comporte comme un connard depuis quelques semaines. Et il se plaint que tout le monde fait la réflexion que c'est que tout se comporte comme un connard. Enfin voilà, que ce serait de sa faute, que tout serait de sa faute. Et il dit mais les gens m'ont pointé du doigt toute ma vie. D'ailleurs, intervieweuse dont j'oublie tout le temps le nom, on va faire une petite expérience. Pointe ton doigt vers moi. Elle le fait et lui demande et combien de doigts repointent vers toi en retour. Je pense que c'est un jeu de mots, enfin c'est une blague sur, enfin c'est un truc qui marche en anglais, mais une expression que j'arriverai pas à traduire et que je comprends pas très bien. Globalement, ça doit vouloir dire que si on se pointe tous du doigt, il y a rien avance ou un truc comme ça. Enfin bref, j'ai pas très bien compris. Une emote Dirty Dogs, ça ce serait une très très bonne idée. Dogs. Ensuite, nous avons eu... excusez-moi, je suis un petit peu excité parce que ensuite nous avons eu une promo filmée de... Donc, les charmants jeunes hommes que vous voyez là sont Imperium. La semaine dernière, Imperium ont perdu dans le Dusty Rhodes Tag Team Classic. Donc Fabian Eichner et Marcel Bartel, qui représentent l'Imperium à NXT, ont perdu dans le Dusty Tag Team Classic parce qu'ils ont perdu. Et après, Alexander Wolf est arrivé. Et moi j'ai interprété ça comme Alexander Wolf vient les chercher pour leur dire revenons à NXT UK, reformons une unité. Voilà, il était venu les chercher. Cette promo là m'a fait comprendre que je me trompe, c'est pas Marcel Bartel et Fabian Eichner qui retournent à NXT UK, c'est Imperium qui arrive à NXT. Et Alexander Wolf a dit mon arrivée n'est que le début. Walter à NXT. Bon, ça veut dire qu'on s'approche de la fin du règne de Walter. Je pense que Walter ne va pas perdre le championnat de NXT UK. Je pense qu'il va devoir l'abandonner parce que personne n'arrivera à le battre et je pense qu'il va devenir champion de NXT très très vite. Et je pense que quand Walter sera champion de NXT, Karrion Kross sera aussi champion. on se dirige vers une collision monumentale et j'ai vraiment hâte d'y être.
J'ai vraiment hâte d'y être. Ça va être vraiment très très cool. Ensuite, ou très très chouette finalement. Ensuite, on a eu une rapide interview de l'Undisputed Era, donc Adam Cole et Roderick Strong, qui globalement disent que la semaine prochaine ils affrontent Timothy Thatcher et Tommaso Ciampa dans le cadre du Dusty Rhodes Tag Team Classic, et que ils expliquent que Ciampa ils savent ce qu'il vaut, ils l'ont déjà affronté plusieurs fois. Thatcher ils savent qu'il faut le prendre au sérieux après le pit fight de la semaine dernière, mais ils sont confiants. Ensuite, évidemment qu'ils sont confiants, c'est l'Undisputed Era. Ensuite, on a eu un match Bronson Reed contre Isaiah Swerve Scott, sachant que Bronson Reed était intervenu dans une altercation entre Swerve et Jake Atlas dans les coulisses il y a 2 semaines. Du coup, Swerve l'a pas super bien pris et a dit à Bronson Reed, tu n'interviens pas dans mes affaires. Le match a été vraiment très très cool. Ça a peut-être été le meilleur match de la soirée côté NXT. Parce que le meilleur match de la soirée tout court, il a eu lieu à Dynamite. Ça a peut-être été le meilleur match de la soirée côté NXT, sachant... Enfin, là, l'idée, c'était que Swerve était plus rapide, maintenait plus la pression, mais Bronson Reed revenait très facilement grâce à sa force. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé la dynamique du match. Ça allait être un B, mais c'est passé à B+, avec la prise de finition de Bronson Reed. C'est rien, hein, c'est un frog splash qu'il appelle le tsunami. J'adore que tout son personnage soit construit autour de Godzilla, je trouve ça trop cool. Son entrée est vraiment géniale. Il saute vraiment très haut. Pour un gars qui doit peser dans les 150 kg, il saute vraiment très haut. Et quand il tombe, je me dis, ok, ouais, non, là, le match est fini. Là, Swerve ne s'en sort pas du tout. D'ailleurs, il a été très protégé parce que Swerve lui a mis son house call, je crois que ça s'appelle comme ça, un coup de pied qu'il fait, et a enchaîné avec un 450, enfin un 450 du haut de la 3e corde. Donc c'est un saut périlleux avant et c'est un saut périlleux et demi. Voilà. Et Bronson Reed s'en est sorti. Je trouve que Bronson Reed a vraiment été très très bien protégé dans ce match-là. J'ai hâte de voir où va Bronson Reed. J'espère que ça va se terminer avec un règne avec la ceinture nord-américaine, parce que je pense que ça le vaut. J'ai mis un B+ à ce match-là. Alors, Bronson Reed et l'autre sur Swerve. Et du coup, Swerve est un petit peu frustré et je pense qu'il va chercher à se venger. J'ai hâte de voir ça. Ensuite, nous avons eu une promo. Ça a commencé comme une promo classique de Tommaso Ciampa. Donc ça, là, ce que vous voyez là, c'est le décor de... C'est difficile pour moi parce que vous le voyez là, mais mon écran, moi, il est là. Ce que vous voyez là, c'est le décor typique de Ciampa. Mais au milieu de sa promo, Thatcher arrive, déplie une chaise et se pose à côté de lui pour faire la promo exactement dans le même style que Ciampa, c'est-à-dire on est là pour parler sérieusement. Tu sens que la violence est pas loin, tu sens qu'il y a une violence sourde et qu'il suffirait de rien pour que ça explose. Et globalement, ils ont fait à peu près la même promo que Undisputed Era, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire vous êtes bon, mais on va être meilleur. Voilà, très très globalement. Ça c'est 2 gars que j'aimerais pas croiser dans une allée sombre la nuit. Non. Ensuite, nous avons eu le main event. Et je suis dans les temps, mais c'est fantastique. Vous êtes 108, merci à vous, n'hésitez pas à me suivre. 108, c'est pas mal pour un live du jeudi, je pense. Kyle O'Reilly et Finn Balor contre Oney Lorcan et Danny Burch. Ils n'ont pas tant joué la carte. Est-ce que Finn Balor et O'Reilly peuvent se faire confiance? Au contraire, ils se sont fait confiance dès le début et pour à peu près toute la durée du match. Et donc le match a été construit autour du hot tag pour Kyle O'Reilly, ce qui est normal. Finn Balor est champion, donc faut toujours que ce soit le challenger ou l'aspirant numéro 1, celui qui n'a pas le titre, qui soit mis en avant dans les matchs. Et en l'occurrence, Kyle O'Reilly a fini par gagner le match pour son équipe. Après c'était incroyable. Danny Burch a essayé de faire un missile dropkick du haut du coin. Donc dropkick, c'est tu sautes et tu mets tu mets tes 2 pieds dans la face de l'adversaire. Kyle O'Reilly lui a attrapé une jambe au vol et a fini en clé de jambe. C'est-à-dire qu'ils sont tombés en même temps, bloom, en clé de jambe.
Ça a été très impressionnant. Et d'ailleurs, bonjour gros chat. Et d'ailleurs, Kyle O'Reilly a gagné avec cette prise. Ensuite, par contre, ça c'est ça qui était vraiment, ça que j'ai trouvé vraiment plus intéressant. Après le match, évidemment, Pete Dunne arrive, donc Pete Dunne qui fait équipe avec Lorcan et Burch. Pete Dunne arrive et Kyle O'Reilly le voit arriver, du coup il dit à Finn Balor retourne-toi, il y a Pete Dunne derrière toi. Sauf que ce qu'il ne voit pas, c'est que Lorcan et Burch sont derrière lui et l'entraîneur du ring. Pete Dunne, Lorcan et Burch commencent à s'en prendre à Finn Balor, mais l'Undisputed Era évidemment arrive pour sauver Kyle O'Reilly, mais aussi pour sauver Finn Balor. Pete Dunne les voit arriver, il tenait les doigts de Finn Balor comme ça, dans un spot avec lequel j'ai souvent du mal, parce que tu sais qu'il lui tord pas vraiment les doigts, et du coup ça marche une fois sur deux. Une fois sur deux, je me dis, c'est long, et je sais que tu le fais pas, donc... Et puis une fois sur deux, je fais « Ah, les doigts !» Donc voilà, une fois sur deux. Là, en l'occurrence, vu qu'il avait vraiment pris le temps, qu'il a regardé l'Undisputed Era, et qu'en voyant l'Undisputed Era, il hausse les épaules et puis il le fait, je me suis dit, c'est un peu lent, Et après ça, donc évidemment, Pete Dunne, Lorcan et Burch quittent le ring. Adam Cole et Roderick Strong montent sur le ring. Et dans un visuel que j'ai trouvé vraiment très très cool, Adam Cole, Roderick Strong et Kyle O'Reilly vont devant par rapport au ring, dans une posture un peu menaçante si vous voulez, dans une posture offensive vis-à-vis de Lorcan, Burch et Pete Dunne. Ils reculent pour se retrouver derrière Finn Balor, et très lentement Finn Balor recule pour se mettre au niveau de Roderick Strong, Adam Cole et Kyle O'Reilly. Et là, dans ma tête, je peux pas m'empêcher de me dire, Finn Balor dans l'Undisputed Era. C'est une bonne période pour le Bullet Club en ce moment, parce que le Bullet Club, c'est une faction qui a commencé à la New Japan, qui a été menée... Alors, je dis peut-être une connerie, je crois qu'on m'a déjà corrigé sur le fait que Adam Cole n'avait jamais été le leader du Bullet Club. Peut-être que je me trompe à ce niveau-là. Je ne sais plus. Donc s'il y a des gens qui s'y connaissent, vous pouvez me corriger dans le chat et je me corrigerai et j'observerai mon erreur. Ce que je suis sûr en revanche, c'est que Finn Balor a créé le Bullet Club et que d'autres membres du Bullet Club, ça marche fort pour le Bullet Club à AEW aussi. Et là, cette vibe-là de Finn Balor et Adam Cole dans la même faction, ça peut être grandiose. On me fait remarquer que selon Wikipédia, il a été membre du Bullet Club, donc c'est chouette. J'ai mis, c'est très très chouette même, puisque nous avons une emote pour ça, j'ai mis un B à Lorcan et Burch contre Kyle O'Reilly et Finn Balor, parce que j'ai trouvé le match sympathique. Parce que je suis comme ça, moi je trouve des matchs sympathiques. Finn Balor et Kyle O'Reilly contre Lorcan et Burch. Par contre, le post-match, je lui ai mis un A, comment dirais-je, cette espèce de petit tease de Finn Balor qui rejoint l'Undisputed Era. Moi, ça me fait quelque chose. Moi, ça me fait, ah là 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 là. Ça me fait beaucoup de bien. Donc, vous le savez, toutes les choses, j'accorde des points bonus. 3 points pour le meilleur, 2 points pour le deuxième meilleur et 1 point pour le troisième meilleur. J'ai mis 3 points à Finn Balor parce que pour moi, ça a vraiment été le moment fort du show. J'ai mis 2 points à Kyle O'Reilly qui a vraiment brillé dans le main event. J'ai trouvé GHIJ Kyle O'Reilly. Où est-il? Oh là 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 là, j'ai tellement de mal avec mon alphabet. Et Bronson Reed en 1 pour ce Frog Splash qu'il appelle le Tsunami. Je vais arrêter de l'appeler le Frog Splash quand je parle de lui. Je vais juste dire le Tsunami parce que je trouve ce nom vraiment... vraiment adéquate. On va passer à vos questions concernant NXT avant de passer à Dynamite. J'ai oublié d'ouvrir le document où je crois que c'est Wistouille cette semaine qui, enfin aujourd'hui, qui me passe vos
questions. Je vérifie très vite fait, mais il me semble bien que c'est Wistouille. Ah ça lag un peu de mon côté. Ça doit laguer un peu de votre côté aussi, j'imagine. Ah oui, nous sommes sur un petit drop. Ok, petit drop des familles, c'est pas grave. Ça arrive, vous inquiétez pas, on est toujours là. On est toujours là, on est entre nous. Tout va bien. J'espère qu'on va pas avoir un énorme drop qui va faire que ça va couper le live en deux. Parce que ça va être chiant à récupérer pour le replay. Sans parler de votre confort de visionnage, évidemment. Si vous voulez si vous voulez que je lise vos commentaires, vous pouvez utiliser les cloches qui sont la monnaie de ce chat. Vous cliquez sur les cloches en dessous du chat et vous cliquez sur mettre mon message en avant, ça coûte 380 cloches et je le lis. Voilà, je le lis pour votre plaisir intense et sauvage. J'ai aucune idée de ce que je dis. Pablo DBST me dit: est-ce que tu as regardé Superstar Spectacle, le show indien? Si oui, qu'en as-tu pensé? Si tu ne l'as pas regardé, tu n'as rien raté. Je ne l'ai pas regardé. En fait, j'ai regardé les résultats et je me suis dit, d'accord, c'est vraiment juste un show promotionnel, quoi. Pour des catcheurs qu'on ne voit jamais. Pour ceux qui l'ont pas, Superstar Spectacle, ça a été un show qu'ils ont organisé pour le marché indien, mais vraiment pour le marché indien, et dans lequel ils ont mis tous leurs catcheurs d'origine indienne à peu près, ou tous leurs catcheurs indiens, enfin voilà. Je dis d'origine indienne et indien, je fais la distinction parce qu'il y a par exemple Jinder Mahal, il est canadien mais il est d'origine indienne. Bref. Mais c'est un show qui veut rien dire vu que c'est des catcheurs qu'on voit jamais ailleurs. Donc non, ça m'intéresse pas et j'ai absolument pas envie aucun intérêt. Je n'ai aucun intérêt, je dis pas que ça n'a aucun intérêt, je n'éprouve aucun intérêt. Irinalita me demande: coucou Lynx, est-ce que tu apprécies vraiment de regarder les shows, sachant qu'il faut que tu prennes des notes pour faire tes stages, tes récaps? Perso, je sais que je n'apprécierais pas autant une émission si je savais que derrière il fallait que j'en fasse un compte rendu. C'est une question compliquée. La réponse vraiment courte, c'est: est-ce que tu apprécies vraiment regarder les shows? Oui. Oui, mais oui, 100 fois oui. Même les shows que j'aime pas, peut-être que j'allais dire peut-être que je regarderais pas tout Raw si je devais pas faire un récap après. Mais en fait, je pense que si. Je pense que j'aime bien... j'aime juste bien j'aime bien l'ambiance, quoi. J'aime bien... même quand c'est... Tu sais, c'est comme... je sais plus où j'ai vu cette réplique-là, qui dit: il y a les gens qui aiment le cinéma et il y a les gens qui aiment le cinéma qu'ils aiment. Et de la même façon qu'il y a des gens qui aiment le cinéma, c'est-à-dire qu'ils vont regarder un film parce que c'est un film, moi je regarde le catch parce que c'est du catch. Et même quand ça me plaît pas spécialement, j'aime bien regarder ça. Donc... et je pense que le fait qu'il y ait une émission derrière, au contraire, ça rajoute quelque chose. Parce que je me dis... ça me rend plus réceptif, si tu veux, à ce qui est important, à l'histoire, à ce qui se passe, parce que faut que je vous raconte derrière ce qui s'est passé, donc moi, il faut que je sois attentif à ce qui se passe. Et non, du coup, je pense que ça rajoute encore quelque chose. Et concernant tous les autres sujets, parce que j'ai pas eu de questions concernant NXT, salut Lynx, je n'ai pas vraiment de questions, je voulais juste te remercier pour ton travail, je ne connaissais pas du tout le catch avant que tu en parles, et même si je ne regarde pas le catch, je regarde toutes tes vidéos et je les aime vraiment beaucoup, très gentil à toi, merci beaucoup. J'ai même commencé à suivre une autre chaîne YouTube de catch, et je te remercie vraiment de m'avoir fait découvrir le catch. De gros bisous de Suisse, merci à toi, voilà, ça me fait plaisir, de voir que j'arrive à atteindre des gens qui ne sont pas familiers avec ce monde-là, parce que j'essaye vraiment de je mets un point d'honneur, si tu veux, à ce que ce soit accessible pour tout le monde. On va passer à Dynamite si vous le voulez bien. Le show s'est ouvert avec le match Eddie Kingston contre Lance Archer. Lance Archer était nettement meilleur que Eddie Kingston, il n'y avait pas photo, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'Eddie Kingston tentait de revenir un petit peu dans le match, Lance Archer lui dit non. Il lui a fait un chokeslam sur...
Ils étaient tous les deux à l'intérieur du ring au niveau des cordes et Lance Archer a fait un chokeslam. Donc chokeslam, tu attrapes la gorge, tu soulèves et tu fais tomber. Sauf qu'il est passé par-dessus la troisième corde et il est tombé sur les abords du ring au niveau de la hanche. Ça a dû niquer. Et oh mince, attendez, excusez-moi. Parce que je viens de me percevoir que vous n'avez pas le bon cadre qui fait qu'on ne voit pas vos messages sur le chat. Je règle ça très vite. Hop là, voilà, beaucoup mieux. Mais avant le match, Lance Archer a dit à son manager Jake Roberts, qui est un ancien catcheur, le catcheur préféré de The Sad Panda, si vous voulez tout savoir. Lance Archer a dit à Jake Roberts reste pas aux abords du ring, je peux gérer ça tout seul, vraiment, j'ai pas besoin d'aide. Mais ça a été la raison de sa chute, puisque au milieu du match, The Butcher et The Blade sont arrivés avec le corps de Jake Roberts. Il venait de l'agresser. Et du coup, ça a évidemment distrait Lance Archer, ça a évidemment distrait l'arbitre. Et pendant ce temps-là, The Bunny, qui fait partie de la faction aussi, a donné un point américain, ou un genre de point américain à Eddie Kingston. Et il a mis une droite à Lance Archer qui a suffi à le mettre KO. Et voilà. Et voilà. Donc Eddie Kingston a gagné, mais je pense que la rivalité n'est absolument pas finie parce que je pense que Lance Archer va vouloir se venger, ce qui est une pensée terrifiante. J'ai mis un B à ce match-là puisque je l'ai trouvé chouette, très très chouette, dirait l'emote. Alors, par contre, il y a vraiment beaucoup de gens à IW. Ils sont là. Donc j'ai mis B à Eddie Kingston contre Lance Archer avec la participation de Jake the Snake Roberts, de The Butcher, The Blade et The Bunny. Le Butcher, le Blade et le lapin. C'est tout. Ok. Ensuite, nous avons eu une promo de Jon Moxley, sauf erreur de ma part. Il n'y a pas d'erreur de ma part. Jon Moxley qui globalement a résumé un peu mon opinion sur ce qui se passe en ce moment dans le main event de AEW, à savoir c'est le bordel. Jon Moxley dit bon alors attendez, parce que du coup les Young Bucks ils sont en équipe ce soir avec les Good Brothers, mais ils s'entendent pas bien avec Don Callis qui est le pote de Kenny Omega, et on doit les affronter. Non, et Kenny Omega fait équipe avec les Good Brothers à Beach Break. Non, c'est Beach Break la semaine prochaine? Ouais, c'est Beach Break, je crois. Et je dois faire équipe avec Pac, qui s'entend pas avec Kingston, mais... et je dois aussi faire équipe avec Rey Fenix, qui s'entend pas avec les Young Bucks, qui s'entendent pas spécialement avec les Good Brothers, mais c'est pas les Young Bucks qu'on affronte. Bref, et voilà. Et globalement, il disait, c'est un peu le bordel, mais lui, il conclut en disant... écoute, je m'en fous, Gang Warfare, super, j'adore, Six Man Tag, j'adore les matchs à 3 contre 3, ça va être, ce match va être très très bon, je pense. Donc voilà, Jon Moxley a globalement dit que c'est le bordel, mais il s'en fout, il va taper, lui il va être content. Il a dit, je suis un homme simple, j'aime ma bière froide, mon café chaud et mon eau à température ambiante. Ça me fait rire. Ensuite, on a eu cette promo un petit peu nulle de Darby Allin et Sting. Pour ceux qui l'ont pas, Sting, c'est une légende du catch. Et Darby Allin est l'actuel champion TNT de AEW. Darby Allin est très jeune et Sting est très vieux. Enfin, Sting est plus un ancien catcheur qu'un catcheur, si vous voulez. Mais ils vont avoir un match à Révolution, le PPV de AEW qui arrive en mars, sauf erreur de ma part. Par contre, ce que j'ai pas aimé dans cette promo, c'est que Sting commence en disant vous nous avez traité de... Alors, je crois que c'est quelque chose genre Hoodslum, Humslum, j'ai pas très bien compris, j'ai cherché la traduction, ça veut dire truand, voyou, quelque chose comme ça. On va dire voyou. Vous nous avez traité de voyou, sauf que je suis pas un voyou, Darby Allin non plus n'est pas un voyou. Et Darby Allin commence à dire... ah ouais, vous voulez le prendre comme ça, très bien. Il prend son skate, il lance son skate à travers un des carreaux qui est derrière lui, et il dit vous savez quoi, je suis un voyou, exactement comme toi, Sting. Là-dessus, Sting, il s'énerve, il prend sa batte, qui est son arme signature depuis les années 90, il prend sa batte et il défonce des carreaux aussi, et il se retourne et il fait ouais, c'est vrai, on est des voyous. Et je me suis dit bon, bah, écoute, je ne sais pas où on va. Enfin, je sais où on va vers ce match. Je sais pas ce que cette promo essayait d'accomplir.
Si c'était pour nous dire qu'ils sont vraiment très 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 intimidants, la promo réponse de Team Taz, donc ceux que Darby Allin et Sting vont affronter à Révolution, a été nettement plus efficace. D'après moi, on va y revenir. Ensuite, nous avons eu le match de Chris Jericho et MJF avec tout l'Inner Circle aux abords du ring, pas seulement Wardlow que vous voyez là, contre les Varsity Blondes. Le match a été très sympa du fait que MJF est un très bon heel, c'est-à-dire MJF, j'ai envie de le voir se faire pourrir la gueule tout le temps. Et avant le match, il humilie Griff Garrison, le jeune homme de droite, en lui disant « la dernière fois qu'on s'est affronté, je t'ai humilié, donc qu'est-ce que tu dirais qu'on sépare le match? Tu dis juste que t'abandonnes et puis c'est fini. » Griff Garrison lui met un pain, évidemment. Et pendant tout le match, voilà, MJF a fait des MJF a très bien joué le heel, ce qui fait très bien d'habitude. J'ai beaucoup aimé la fin du match aussi parce que Chris Jericho... En fait, les Varsity Blondes étaient partis pour gagner. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment en feu, ils dominaient complètement, jusqu'à ce que Griff Garrison essaye de faire une corde à linge du haut de la 3ème corde, et Chris Jericho l'accueille avec un Judas Elbow, qui est sa prise de finition très protégée, duquel personne ne s'est jamais sorti. Globalement, c'est un coup de coude retourné. Mais avant de faire le tomber, parce que là il avait gagné le match, mais avant de faire le tomber, il fait un Lion Salt, qui est une de ses prises signatures, c'est-à-dire qu'il court vers la corde et rebondit sur la 2ème corde et il fait un saut périlleux arrière pour atterrir le ventre sur l'adversaire. Et après ça, il fait un tombé en regardant droit dans la caméra, en faisant un grand sourire. Et ça, c'est parce que la semaine dernière, il a raté un Lion Salt. Et que, évidemment, Twitter étant le réseau social qu'il est, tout le monde sur Twitter a dit... Je viens de tilter que le chat ne s'affiche pas. Bon, je ne sais pas pourquoi le chat ne s'affiche pas. Tant pis. Écoutez, je peux pas régler ça maintenant. Désolé. Ah bah si, le chat s'affiche. Le chat s'affiche, juste que personne ne parle. D'accord, ok, tout va bien, Excusez-moi. Donc ouais, Twitter étant le réseau social qu'il est, les gens ont dit ouais, Chris Jericho, il est vieux, il sert plus à rien, il devrait arrêter de faire le Lion Salt, il devrait prendre sa retraite, bref. Twitter got a Twitter. Donc voilà, que j'ai beaucoup aimé que Chris Jericho réponde aux trolls comme ça, en faisant un Lion Salt parfait, et en regardant la caméra, en faisant un grand sourire de connard. Moi, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai mis un... Ah, je suis pas sur la bonne ligne. J'ai mis un B+. À ce match-là. Il y a beaucoup de gens. Alors, l'Inner Circle, ils sont plus bas. Ils sont là. Chris Jericho et MJF avec Jake Hager, Santana, Ortiz, Wardlow et Sammy Guevara dans le rôle de manager, et contre les Varsity Blondes qui sont ici, et je viens de voir que Varsity Blondes ne prend pas de E. Ok. Ensuite, nous avons eu quoi donc? Une grosse journée le jeudi. Ensuite, nous avons eu une promo de Pac qui va affronter Kenny Omega et les Good Brothers en compagnie de Rey Fenix et de Jon Moxley la semaine prochaine à Beach Break. Et globalement, il fait une promo sur Kenny Omega lui disant qu'il allait lui montrer globalement, le comportement de Kenny Omega est pas digne d'un champion et il allait lui faire ravaler sa fierté, quoi, globalement. Très, très globalement, ça se passe comme ça. C'est ce qui s'est dit. Ensuite... oh putain. J'ai vraiment beaucoup de mal avec cette rivalité, et là j'ai trouvé... Alors je pense que mon avis est minoritaire là, pour le coup. J'ai trouvé que ça faisait enfin un pas dans la bonne direction. D'abord, Shaquille O'Neal, pendant les AEW Awards, donc pas pendant Dynamite, a dit à Cody, tu veux te battre? Très bien, bah on va se battre. Jamais Cody a dit qu'il voulait se battre, mais pourquoi pas. Il lui a fait remarquer qu'avec ses cheveux blonds, il avait l'air d'une petite fille. Ouais, génial. Tu aurais pu lui dire qu'il avait l'air d'une crêpe, c'était insultant et c'était pas sexiste, bref. Cody est arrivé sur le ring avec Arn Anderson, son manager, pour répondre aux questions de Tony Schiavone, qui était sur le ring aussi. Et donc Tony lui dit qu'est-ce qu'il a à répondre à Shaquille O'Neal, et qu'est-ce qu'il a à répondre à Jade Cargill,
Jade Cargill qui l'a insulté lui et sa femme il y a 2 semaines. Je vais pas râler sur cette promo puisque j'avais déjà râlé dessus à l'époque. Et Cody dit qu'il aurait adoré lui répondre qu'à Révolution, il y aurait un match, lui et Brandy Rhodes contre Shaquille O'Neal et Jade Cargill. Le problème, c'est que ça ne peut pas se faire, parce qu'évidemment, Brandy Rhodes est enceinte, donc ça ne peut pas se faire. Et il a demandé à Arn Anderson de lui dire honnêtement ce qu'il en pensait, puisque Arn Anderson n'est pas seulement son manager, c'est aussi son coach. Et Arn Anderson commence sa promo en disant... Je suis désolé, je vais être un peu... je vais m'embrouiller un peu parce que j'ai des sentiments divergents à ce niveau-là. D'un côté, en ce moment, tout ce dont à quoi tu peux penser, c'est que tu vas bientôt être père, et c'est ce qu'il faut. C'est ce à quoi il faut que tu penses. Maintenant, j'ai pas oublié que ton père à toi, Dusty Rhodes, donc était un catcheur, le jour de ta naissance, ou la veille de ta naissance, je sais plus exactement, mais globalement, il avait un match. Ce match, il l'a fait, et ensuite il a sauté dans un avion, dans un taxi, je sais plus, pour assister à la naissance de son petit garçon. Cody avait les larmes aux yeux, il est très bon pour ça, Cody, pour mettre de l'émotion dans ses trucs. Et Arn Anderson a poursuivi en disant par contre, je sais pas si ça t'a échappé parce que tu étais pas concentré, mais en ce moment il y a du feu dans la division féminine. Là-dessus arrive Red Velvet. Ça a été relativement bien construit parce que Red Velvet était présenté comme l'apprenti ou la protégée de Brandy Rhodes avant qu'elle soit enceinte. Donc, Red Velvet arrive, fait une promo disant qu'elle en a plein le cul de Jade Cargill et que ça ne la dérangerait pas de lui remuer le cul, si je veux être littéral sur ce qu'elle a dit. Stir up her ass, donc lui remuer le cul. Lui mélanger le cul. Elle a fait le mouvement, hein, elle a fait ça. Et donc voilà, ça a plus ou moins été officialisé que Red Velvet allait remplacer Brandy Rhodes dans le match contre Shaquille O'Neal et Jade Cargill. J'ai mis un... Je vérifie que j'ai pas changé d'avis. Non, c'est ça, j'ai mis un A- à cette promo. Pour plusieurs raisons. D'une part, ils ont enfin réussi à mettre un petit peu de poids dans cette histoire qui allait nulle part, qui ne valait rien. En faisant remarquer que Cody devrait peut-être se focaliser sur son fils, mais en même temps, sa famille a été insultée, il peut pas laisser ça passer, donc c'est une rivalité qui va mettre en avant une catcheuse de AEW, et ça, je dirais que, voilà, on baigne pas dans les catcheuses mis en avant à AEW, donc c'est une bonne chose. Et en plus, tout ça c'est les raisons pour lesquelles c'est un A. La raison pour laquelle c'est un A-, c'est que Red Velvet n'a pas été excellente dans sa promo. J'ai trouvé la promo de Red Velvet très moyenne, très plate, très promo moyenne. Promo type du babyface qui veut chauffer un match, quoi. Et du coup, il y avait... Voilà, c'était un peu... Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Non, Brandy Rhodes n'était pas là. Donc c'est un peu dommage à ce niveau-là, mais c'est vraiment un point de détail. Tout ce qui se passe là, tout ce qui vient d'être accompli dans cette promo-là, c'est bien. J'ai trouvé ça bien. Et c'est... Maintenant, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée que ce match ait lieu toujours, mais bon, ça c'est un match publicitaire. Hein. Shaquille O'Neal est vraiment et voilà, Shaquille O'Neal est nettement plus gros que AEW, donc c'est une bonne chose qu'il fasse enfin voilà, c'est bien qu'il fasse des matchs publicitaires comme ça avec des célébrités en dehors du monde du catch. Ensuite, Kip Sabian et Penelope Ford nous ont rappelé qu'il y allait avoir leur mariage la semaine prochaine, que Miro serait toujours leur témoin, et que en plus Chuck Taylor, qui est donc en rivalité avec Miro, avec son équipe des Best Friends,
sera également là, puisque Chuck Taylor doit encore faire absolument tout ce que Miro dit, au moins jusqu'au mariage. C'était sympa, voilà. J'ai pas très hâte. Maintenant, ça va être le premier mariage à AEW. Des mariages dans le catch, il y en a eu plein, et ça se passe toujours mal. Donc j'ai un peu hâte de voir ce qui va se passer. Ensuite, Hangman Page contre Ryan Nemeth, le petit frère de Dolph Ziggler, qui d'ailleurs, lui ressemble pas mal, et catch pareil. il a le même personnage de Californien arrogant, on va dire ça comme ça. Bref, c'était bizarre parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Pendant le match, Hangman Page, Matt Hardy, qui a une nouvelle, donc un nouveau personnage, qui a officialisé son nouveau personnage de Big Money Matt Hardy, qui doit être une parodie de Vince McMahon, je pense. Matt Hardy regarde le match. Évidemment, Hangman Page gagne. Le match était sympa, mais voilà, le match était sympa. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est après le match, Matt Hardy allait quitter allait quitter les abords du ring, allait retourner en coulisses, et Hangman Page lui dit non, attends, t'es là, tu restes là, qu'est-ce que tu veux? Donc Tony Schiavone arrive avec un micro, et Matt Hardy dit simplement à Hangman Page, je suis juste venu pour être dans ton coin, pour que tu saches que t'es soutenu, pour que tu saches qu'il y a quelqu'un, que quelqu'un est là pour toi, parce que j'ai vu ce qui s'est passé avec The Elite, et c'est pas juste, Ah, nous avons un abonné, merci beaucoup à toi, Georgie28. C'est très très chouette de ta part. Une pluie de 10 mots très très chouettes pour ceux qui peuvent. J'ai vu ce qui se passait... J'ai vu ce qui s'est passé avec The Elite, et c'est pas juste, tu mérites d'être heureux. Et ce que j'ai trouvé vraiment très très bon dans cette promo, c'est que c'est exactement ce que je ressens pour Hangman Page, mais c'est ce qu'ils veulent qu'on ressente pour Hangman Page, c'est-à-dire que Hangman Page, c'est le gars qui a été déçu par une faction qu'il a très mal traité. Mais The Elite, c'est un groupe toxique de toute façon. The Elite, c'est une bande d'enfoirés. Et ça l'a empêché de rejoindre une autre faction derrière. Matt Hardy a dit, mais c'est normal que t'aies pas rejoint le Dark Order. Le Dark Order arrêtait pas de te harceler pour avoir une réponse. Moi, je veux juste que tu saches que t'es pas tout seul, que t'es soutenu. J'ai vu que tu te changeais dans le couloir en face des vestiaires pour pas avoir affaire aux autres. Moi, j'ai un vestiaire perso, tu peux l'utiliser si tu veux. Et ce que j'adore, c'est que Matt Hardy est totalement heal dans cette histoire, et que Matt Hardy manipule Hangman Page pour essayer de essayer de le rallier dans sa faction à lui. Et ça fonctionne très bien. Enfin, Matt Hardy fonctionne très bien, et j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Du coup, je crois que j'ai mis un B au match, mais un A au segment suivant. Ouais, c'est ça. Allons-y. Alors, j'ai pas ajouté Ryan Nemeth dans mon tableau, faudra que je le fasse. J'ai mis un B pour le match à Hangman Page. J'ai mis un B donc à Ryan Nemeth, mais qui était pas là. B dans le rôle de manager à Matt Hardy aussi, qui doit être loin parce que j'ai pas pensé à éditer les storylines. Du coup, je vais devoir chercher Matt Hardy. Il est dans le rôle de manager. Mais ensuite, la promo qui a eu un A, il était là et bien là. Et Hangman Page, évidemment. Hop là. Ensuite, nous avons eu... il va falloir que j'accélère un petit peu. Ensuite... Ah, on a eu, ça y est, le meilleur match de la soirée de très très loin. De très très loin. Si, de très très loin. Jungle Boy est une future star. Jungle Boy est un futur champion de AEW. Il est absolument énorme. Il est génial. Donc... l'histoire, c'est que Jurassic Express, l'équipe que vous voyez à droite, est en rivalité contre FTR, l'équipe que vous voyez à gauche, managée par Tully Blanchard, le gars que vous voyez derrière. Et Jungle Boy a dit la semaine dernière à Dax Harwood, je peux te battre en 1 contre 1 sans aucun problème. Dax Harwood a dit non, mais j'ai pas besoin de mes compères pour vous battre. Et Luchasaurus a dit ah ouais, d'accord, bon bah on va voir ça alors. Et la stipulation du match était que Cash Wheeler et Tully Blanchard étaient menottés à Luchasaurus. Luchasaurus, c'est un peu évident, mais c'est le gars qui est au fond à droite. Était menotté à Luchasaurus pendant le match. Du coup, on a eu un match single Dax Harwood contre Jungle Boy. L'histoire du match était que Dax Harwood est un ancien, si vous voulez, du ring. Du coup, il est plus expérimenté.
et son style est plus terrestre, quoi. C'est-à-dire que Dax Harwood, il a un catch où ses pieds ne quittent pas le ring. Tandis que Jungle Boy est beaucoup plus aérien, beaucoup plus rapide, mais beaucoup plus inexpérimenté. Du coup, Dax Harwood a mené pendant la plupart du match, mais Jungle Boy parvenait à chaque fois à revenir d'une certaine façon, à semer Dax Harwood, Bref, j'ai beaucoup aimé l'histoire qu'ils ont racontée dans le match. Et évidemment, à plusieurs reprises, Cash Wheeler et Tully Blanchard ont essayé d'intervenir, mais le Luchasaurus les empêchait d'intervenir. Et le match est terminé sur une victoire de Jungle Boy amplement méritée. J'ai mis un A+ à ce match parce qu'il était incroyable. J'ai vraiment adoré ce match. Si vous devez voir un match de cette soirée, voyez celui-là. Jungle Boy contre Dax Harwood. Avec... Ah, j'ai mis Thunder Rosa, pardon. Hop. Avec Cash Wheeler, Tully Blanchard et Luchasaurus aux abords du ring. Mais, après le match, ils ont démenotté Tully Blanchard et Cash Wheeler. Mais une fois qu'il a été démenotté, Tully Blanchard a mis une poignée de talc dans le visage de Luchasaurus. Ils sont montés sur le ring pour agresser Jungle Boy. Quand Luchasaurus est arrivé, ils ont agressé Luchasaurus aussi. C'est l'image que vous voyez là. Après quoi, ils ont menotté Luchasaurus aux cordes du ring. Ils ont pris une paire de ciseaux et lui ont coupé les cornes de son masque. Ce qui m'a donné envie qu'il fasse péter la gueule. Pour le coup, c'était assez efficace comme caractérisation. Et ils allaient pour couper les cheveux de Jungle Boy quand sont arrivés la cavalerie, donc Marco Stunt, le dernier membre de Jurassic Express. Gros chat, tu me fais chier. Le dernier membre de Jurassic Express avec SCU, qui est une équipe, et Top Flight, qui est une autre équipe, qui sont donc venus sauver Luchasaurus et Jungle Boy. J'ai bien aimé cet angle-là aussi, je lui ai mis un B, mais globalement ça a été vraiment un très bon, une très bonne suite d'événements. Donc nous avons un B pour un B pour tout le monde. B, c'est cadeau. Jungle Boy, Marco Stunt il est arrivé à la fin, donc je vais plutôt le mettre ici. Cash Wheeler, Tully Blanchard, Luchasaurus et SCU et Top Flight également. Top Flight ici. Je suis désolé pour les sautes de live, les gens. Je peux pas faire mieux. Je stream avec la qualité d'internet dont je dispose. Vous vous doutez bien que si je pouvais faire mieux, je ferais mieux. Où sont SCU? Est-ce que je ne les ai pas encore... Non, si, ils sont là. Je pense qu'avec eux, Frankie Kazarian et Christopher Daniels, je ne sais pas ce que fait Scorpio Sky. Scorpio Sky, qui est le troisième membre de SCU, il est jamais avec les deux autres. Je sais pas s'il faut y voir quelque chose, s'il y a une dissension au sein de SCU. Bah, il raconte pas grand chose, donc je sais pas. Ensuite, donc on a eu la fameuse promo retour de la Team Taz à la promo de Sting et Darby Allin. En l'occurrence, ils ont remarqué qu'il y avait des gens qui vendaient des t-shirts derrière eux, des t-shirts de Sting et de Darby Allin. Tiens, des poils de chat. Ça leur a pas fait plaisir et ils ont démonté les deux vendeurs qui étaient là. Ils en ont pris un, je crois que c'est Brian Cage qui en a pris un, qui l'a levé au-dessus de sa tête et qui lui a mis la tête dans le camion qui était derrière eux. Powerhouse Hobbs a mis l'autre à travers une table. Bref, ils en ont fait du petit bois, hein, tout simplement. Ensuite, nous avons eu... Ah, bah oui, bien sûr, c'est l'avant-dernier segment du show. Donc, nous avons eu le match féminin. Pour ceux qui ne suivent pas mes récaps de AEW, c'est une critique que je fais toutes les semaines. Donc, je pense que je vais enregistrer un message automatique où je vais... parce que je dis tout le temps la même chose. Je dis tout le temps la même chose, à savoir... le match était bien, mais les catcheuses vont nulle part, donc ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. En plus, c'est toujours le même spot juste avant le main event, parce que c'est le spot le moins important, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai trouvé ça... Ils bookent très mal leur division féminine. Le match était bien. Il y avait Shana qui est originaire de Nîmes,
qui est une future championne de AEW, la meilleure catcheuse de AEW. Je dis ça en toute objectivité. Rien à voir avec le fait qu'elle soit française. Je fais la même pour Amal à NXT UK. On a 2 catcheuses françaises à la WWE et à AEW, donc Cocorico. Mais bon, en l'occurrence, c'était couru d'avance qu'elle allait perdre. Donc effectivement, elle a perdu. Mais évidemment, elle s'est très bien battue parce que c'est une très bonne catcheuse. Elle mérite mieux. Et après le match, Thunder Rosa, qui est en rivalité avec Britt Baker et avant s'affronter la semaine prochaine à Beach Break, Thunder Rosa est intervenue pour chasser Britt Baker du ring. Rien d'intéressant, rien de nouveau, tout ce que je dis d'habitude, je le répète. Voilà. Quel dommage. Et c'est d'autant plus dommage que Shana n'attend que le top départ pour briller. J'ai mis un C+, mais c'est la note que je mets à tous les matchs féminins, tout le temps. C'est parce que ça n'avance pas. C'est-à-dire que Shana, elle va retourner à AEW Dark, où elle va continuer d'avoir des matchs qui ne veulent rien dire. Enfin, ce que vous entendez là, c'est Gros Chat qui fait ses griffes sur mon fauteuil. C'est toujours un plaisir. Il n'a pas compris le concept de massage. Il est très mignon, hein, mais il comprend rien. Et donc, j'ai mis un C tout court à Shana. Je suis perdu dans mon tableau. Donc Shana, elle est là. Hop. J'ai mis un C tout court à Shana, Britt Baker. Voilà, Britt Baker. Red Drive Thunder Rosa. Allez, 11 pour tout le monde. Voilà. C'est décevant. Ah oui, j'ai pris une image, voilà, pour dire après le match, Britt Baker a agressé Shana, ce qui était un peu attendu. Thunder Rosa est venue. Avant le match, je pensais qu'il se passerait exactement tout ce qui s'est passé. À un détail près, je pensais que Thunder Rosa allait agresser Britt Baker. Mais non, elle est arrivée, elle a fait peur à Britt Baker, et Britt Baker est parti. Donc, bon. J'espère qu'un jour, ils auront un déclic et ils se rendront compte qu'ils peuvent raconter plusieurs histoires avec leur catcheuse. J'espère. À l'exception près que là, cette fois-ci, on a eu Red Velvet qui a été vachement mise en avant. Je me fais pas trop d'illusions, je veux dire, Red Velvet, elle a été mise en avant parce que c'était la storyline de Brandy Rhodes, et Brandy Rhodes, elle est mise en avant de toute façon. Bref, pas parler de ça parce que c'est désagréable. C'est désagréable, et puis c'était un bon show, donc on va pas s'attarder là-dessus. Ensuite, on a eu une promo de MJF et Sammy Guevara, donc MJF cherchait Sammy Guevara en coulisses, parce qu'il avait besoin de lui parler. Et Sammy Guevara dit à MJF, écoute, je veux pas t'entendre parler, d'accord? Je veux pas, parce que MJF dit, moi je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé la semaine dernière. J'ai dit à Wardlow de ne pas intervenir. Il est intervenu, crois-moi. Ce mois-ci, il est pas payé pour t'avoir coûté la victoire. Et Sammy Guevara à la fin lui fait, c'est bon, t'as fini? Je crois pas un mot de ce que tu racontes, parce que t'es qu'un manipulateur, un excellent manipulateur. T'as eu tout le monde, bien joué. Mais ça marche pas avec moi. Et MJF lui répond, admettons que ce soit vrai. Est-ce que t'es sûr que t'as envie de la jouer comme ça? Sammy Guevara lui répond, je joue pas. On va enfin avoir la confrontation entre MJF et Sammy Guevara bientôt. Et j'aime bien le fait que Sammy Guevara soit plus intelligent que ses collègues de l'Inner Circle et voit que MJF est en train de manipuler tout le monde pour... J'aime bien. J'aime beaucoup cette dynamique-là. Et j'ai hâte de voir où ça va aller. Et enfin, nous avons eu le main event. Le match en lui-même est assez anecdotique, étant donné qu'on était... Enfin, personnellement, j'étais à peu près sûr que les Young Bucks et les Good Brothers allaient gagner. Mais ce que j'attendais de voir, c'était est-ce que les Young Bucks et les Good Brothers allaient rester sur la même longueur d'onde tout du long. Ça a globalement été le cas. Par contre, la bonne surprise du match, ça a été que le Dark Order a eu ils ont eu leur moment pour briller. Notamment John Silver, qui est celui en haut à gauche du côté du Dark Order, donc du côté droit de l'écran. John Silver a eu un moment où il a été en feu, où il a affronté pratiquement les quatre adversaires à lui tout seul. C'était un petit peu chouette, mais
Mais voilà, le match était bien. Le match était bien, mais sans plus. Ce qui a été intéressant, par contre, c'est après. Il y a eu tout J'ai mis cette image-là parce que j'avais pas envie de vous décrire à quel point Ray Phoenix avait sauté très très haut. Donc du coup, je me dis que une image vaut plus que des mots. Après le match, donc évidemment les Young Bucks et les Good Brothers célèbrent la victoire. Là-dessus arrive Ray Phoenix qui va donc être l'un des adversaires des Good Brothers la semaine prochaine. Ray Phoenix saute à cette hauteur-là et fait un double dropkick dans les Young Bucks. Mais évidemment les Good Brothers commencent à s'en prendre à Ray Phoenix. Là-dessus arrive John Moxley John Moxley et Ray Phoenix arrivent à repousser les Good Brothers. Kenny Omega arrive sur le ring à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, Kenny Omega va faire un V-trigger et c'est lui qui va avoir la tête haute à la fin du segment. Pas du tout, parce qu'en fait, il arrivait dans le dos de John Moxley qui était en train de parler au public. Et je me suis dit, c'est marrant parce que c'est pas super bien fait, parce qu'on a l'impression que John Moxley a vu arriver Kenny Omega, du coup là il va devoir faire semblant de ne pas l'avoir vu arriver. Pas du tout. Et on avait l'impression qu'il l'avait vu arriver parce qu'il l'avait vu arriver. Il se retourne, il lui met un coup de pied dans l'abdomen et lui fait un paradigm shift. Et c'est John Moxley qui a la tête haute à la fin du segment. J'ai trouvé ça vraiment très très efficace. C'est marrant qu'ils ont fait un Go Home Show nettement plus efficace pour un épisode spécial la semaine prochaine que Raw a fait il y a 2 jours pour le Royal Rumble. C'est marrant. C'est marrant, enfin c'est marrant, non c'est pas marrant, c'est un peu triste. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà, c'est tout pour Dynamite. On va remplir les derniers trucs du tableau. On va accorder les points bonus. Et après ça, je passerai à vos messages. Donc n'hésitez pas à en envoyer. Le match, je lui ai mis un B. Alors maintenant, ils sont très 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 nombreux. Carl Anderson, Luke Gallows, Matt Jackson, Nick Jackson contre le Dark Order composé de Evil Uno ici, Stu Grayson ici et Alex Reynolds et John Silver. Et le post-match, je lui ai mis un B également. Les Bucks, les Good Brothers, Kenny Omega, John Moxley, il est où? J'ai perdu, ah il est là. John Moxley et Ray Phoenix. Ray Phoenix qui doit pas être bien loin. Là nous avons un membre du Death Triangle, les 2 autres membres. Merde, excusez-moi. Oh bah oui, passer Ray Phoenix alors. Oh, je suis pas en train de gagner du temps. Ah, ils sont par-dessus là. Ici. Super. Et donc les points bonus. Bon, sans surprise, j'ai accordé mes 2 premiers points bonus enfin mes 3 points et mes 2 points à Jungle Boy et Dax Harwood dans cet ordre. 3 points pour Jungle Boy, 2 points pour Dax Harwood. Il est où Dax Harwood. Et 1 point pour Lance Archer, parce que j'ai trouvé qu'il avait été vachement protégé dans son match contre Eddie Kingston dans l'opener de l'épisode de Dynamite. On va passer à vos remarques. J'allais dire vous êtes 122, mais non, en fait ça a bugué à 122. Je ne sais absolument pas combien vous êtes. Ah, là ça me dit 128. Bon, bah vous devez être à peu près 128 alors. C'est chouette, sachant que de toute façon, on a généralement moins de monde le jeudi, ce qui est normal. Le jeudi, les gens sont occupés. Concernant AEW, Emichis à partir de là, je ne prends plus les messages mis en avant. Emichis me dit « Salut, est-ce que tu regardes les pubs d'AEW à Impact ?» Non, je ne les regarde pas, je n'ai pas plus de temps à accorder au catch. À un moment donné, il faut savoir dire stop. D'ailleurs, les lives ne sont pas censés durer aussi longtemps normalement, mais bon. Et j'ai un peu de mal à me focaliser. Ensuite, The Asian Kebab. The Asian Kebab, le kebab asiatique. Bonsoir, j'aimerais bien commencer AEW, me conseilles-tu d'attendre un PPV pour me lancer dedans ou c'est prenable pendant un weekly? Dites show hebdomadaire, c'est pas très compliqué. Tu sais, c'est du catch, donc vraiment tu peux, c'est un peu comme les comics, il y a beaucoup de gens qui disent c'est où le meilleur moment pour embarquer? Embarque. Il n'y a rien de très compliqué. Si au début tu vas rater des trucs et puis à force de rater des trucs, tu vas savoir ce que tu rates et puis tu vas prendre le train en route. Faut
Tu peux attendre un PPV si tu veux, mais ça rendra pas les trucs plus simples. Donc les commentateurs en plus à AEW sont relativement efficaces. Donc tu seras pas perdu. Elhard me dit, penses-tu que la division féminine de AEW peut arriver au niveau de celle de la WWE ou elle est condamnée à devenir l'équivalent de la division tag de la WWE? Deux choses. D'une part, je pense que la division tag de la WWE est mieux traitée que la division féminine de AEW. Au moins, les champions apparaissent toutes les semaines, quoi. Au moins. C'est le strict minimum. Ou s'ils sont pas là, on rappelle qui ils sont. Supprime les questions un petit peu moins vite, s'il te plaît, Wistouille, parce que j'ai oublié la première moitié de sa phrase, j'étais en train de la lire quand tu l'as supprimée. Oui, est-ce que la division par équipe, est-ce que la division féminine de AEW peut arriver au niveau de la WWE? C'est un peu compliqué parce que ils ont vraiment une excellente division féminine à la WWE. C'est-à-dire que alors ils ont beaucoup la division féminine de AEW est très talentueuse. Ça, il y a aucun souci là-dessus. Le truc c'est est-ce que ça suffit? Parce qu'à la WWE, ils ont Charlotte Flair, ils ont Becky Lynch, ils ont Asuka, ils ont Rhea Ripley, ils ont Io Shirai, ils ont Sasha Banks et Bayley, ils ont Ronda Rousey. Ils ont une division féminine excellente à la WWE. Est-ce que la division féminine de AEW peut... Là, en l'état, je dirais non. C'est-à-dire que même s'ils se mettaient à raconter des histoires un petit peu plus... Même s'ils commençaient à être un petit peu plus carrés, j'ai envie de dire un peu plus respectueux envers leur division féminine, je suis même pas sûr qu'ils pourraient y arriver. Je pense qu'ils en sont encore très loin. Mais ça, bah, j'ai hâte de voir s'ils peuvent faire aussi bien. Gadoken17 me dit, vu la division tag team de AEW qui a de plus en plus de monde, tu penses qu'ils pourraient créer des titres pour une division par équipe de 3 catcheurs? C'est prévu. C'est dans les bacs, ils vont le faire. C'est pour 2021, ils vont le faire. Ils ont annoncé qu'ils allaient le faire. Concernant le catch en général, Georgie28 me dit, salut Lynx, hâte de voir tes pronostics pour le Rumble et j'aimerais beaucoup que tu refasses du fantasy booking. Toujours pareil, j'ai pas le temps. Par contre, pour le Rumble, je pense que... Alors, pour l'instant, le plan où j'en suis, c'est que je ferai un live dimanche midi pour vous donner mes pronostics pour le Royal Rumble. Et on fera un bilan lundi midi, du coup, du Royal Rumble. Je dis lundi midi, mais ça sera peut-être en retard parce que je vais... Je lance le live quand le live est prêt à être lancé, une fois que j'ai vu le show. Et autant les shows hebdomadaires, je sais combien de temps ils durent, autant le Rumble, je peux pas savoir. Donc je me lèverai à 7h comme tous les jours et je lancerai le Rumble et puis je ferai le live quand je serai prêt. Voilà. Mais les pronostics, ça sera dimanche midi. Je mettrai probablement pas de recap sur YouTube. Donc si vous voyez ce message sur YouTube, il faudra être là dimanche midi. Si vous n'êtes pas là dimanche midi, il y aura un replay sur Twitch, mais il n'y aura pas de replay des pronostics sur Links Off. La raison pour ça, c'est que jusque-là, je faisais les pronostics histoire de placer les matchs dans un contexte avant de faire le bilan. Que là, maintenant, vu que je fais des émissions sur le catch absolument tout le temps, le contexte, vous l'avez. Donc, il n'y a plus que mes pronostics qui sont pas très intéressants, je dirais. Donc, le bilan sera sur Links Off, mais pas les pronostics. Pablo DBST me dit, simple question, est-ce que tu regardes AEW ou NXT en premier? Je regarde toujours NXT en premier parce que c'est l'émission que j'ai le plus hâte de regarder, parce que c'est celle que je préfère en général. Swifty me dit, salut Lynx, que penses-tu d'un retour de Ronda Rousey au Rumble qui gagne le match? Pourquoi pas un triple menace Asuka, Ronda Rousey, Rhea Ripley en ouverture de WrestleMania 37, main event occupé par Goldberg qui défend contre Lesnar, évidemment pour la jeunesse. Je vais pas parler de mes pronostics pour le Rumble, mais je suis à peu près aussi optimiste que toi. Et si tu penses qu'il y aura un match avec Ronda Rousey mais sans Charlotte Flair, tu te trompes. Je suis plus pessimiste que toi. Un match Ronda Rousey, Asuka, Rhea Ripley, pourquoi pas, mais dans tes rêves, quoi. Que Ronda Rousey gagne le Rumble, je trouverais ça cool. Je
pense que je trouverais ça cool. Maintenant, mon problème, c'est que ça va être pour alimenter un match Ronda Rousey contre Charlotte Flair, que Charlotte Flair va gagner, c'est une quasi-certitude. J'aimerais avoir tort. J'aimerais avoir tort, mais je pense que ça... Si Ronda Rousey... Franchement, juste à très court terme, si Ronda Rousey revient et gagne le Rumble, je serais super joyeux. Voilà. Moi, ça me ferait plaisir. Parce que franchement, je vois pas... Il n'y a pas de gagnante évidente du Rumble. Il y a des catcheuses qu'on aime bien. Il y a Bianca Belair, il y a Rhea Ripley. Enfin voilà, il y a des catcheuses dont on a envie qu'elles fassent leur preuve. Le super scénario, ce serait Rhea Ripley gagne le Rumble, Charlotte Flair devient heel, complètement heel, et bat Asuka pour le titre de Raw, sachant que Asuka, de toute façon, c'est la 5e roue du carrosse dans cette histoire, donc autant lui virer le titre. Rhea Ripley affronte Charlotte Flair, évidemment, à WrestleMania, et gagne le titre à ce moment-là. Ce serait l'idéal. Ça n'aura jamais lieu. Docrim me demande pourquoi le show avant un PPV spécial est un Go Home Show. Je pensais que c'était le retour, le Go Home Show. Non, le Go Home, c'est... le truc, c'est... alors, je vois l'idée que Go Home Show est... parce que dans la métaphore Go Home Show, Home, c'est le PPV, si tu veux. Donc on va à la maison. On rentre à la maison, quoi, si tu veux. Moi, c'est comme ça que je vois la métaphore. Non, peut-être que je me trompe. S'il y a des gens qui s'y connaissent un petit peu mieux en anglais, n'hésitez pas à me corriger. Et enfin, Wistouille me fait remarquer, je viens de clipper votre phrase. Il y a peut-être 5 personnes dans le monde qui me vous voient et elle en fait partie. Je viens de clipper votre phrase, lui remuer le cul, c'était trop tentant, désolé. Mais il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup. Les clips sont une des fonctionnalités que j'aime beaucoup dans Twitch, donc n'hésitez pas à clipper des choses. Sauf si c'est des moments où j'ai vraiment trop l'air d'un con, là c'est bon, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Mais bon, merci beaucoup et je regarderai le clip en dehors du live. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout, merci à tous d'avoir regardé le replay si vous le regardez sur YouTube. On se donne rendez-vous samedi pour le recap, pour le replay du Go Home Show de SmackDown, mais aussi de NXT UK et de 205 Live. Je pense que le Dusty Tag Team Classic féminin va continuer sur 205 Live, je crois. Concernant SmackDown, il va y avoir la suite de la rivalité entre Kevin Owens et Roman Reigns. Il va y avoir plein de choses. J'imagine que les Street Profits vont vouloir affronter les Dirty Dogs pour le titre. Bref, il va y avoir plein de bonnes choses. Normalement, vous êtes plus nombreux le samedi. J'espère qu'on battra le record de 173 spectateurs. C'est con, hein, mais quand je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes récaps de catch, je me dis que je fais bien ce que j'essaye de faire et ça fait vraiment plaisir. On verra si l'approche du Rumble change quelque chose vis-à-vis de ça. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous avez envie. On vient de me parler de l'emote Dirty Dogs. Je vais faire ça. Je vais faire une emote Dirty Dogs. Peut-être qu'il sera utilisable pour le tier 2 des abonnements, je sais pas. Parce qu'en fait, j'ai un nombre d'emplacements limité pour les emotes. Donc je verrai comment j'organise ça, mais je pense que je ferai une emote Dirty Dogs. Passez une très bonne fin de journée, bon appétit à ceux qui vont manger, j'ai très faim, et à samedi pour la suite. Bisous tout le monde, ciao.